Après l'attaque d'une prison qui a fait 53 morts, les proches des combattants ukrainiens qui y sont détenus réclament des informations. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement. Le pape François vient de finir sa tournée canadienne. Affaibli, il souhaite ralentir le rythme de ses déplacements. Ambiance à Londres avant la finale de l'Euro féminin de football. L'Angleterre défie l'Allemagne ce dimanche à Wembley devant près de 87 000 spectateurs. Au lendemain de l'attaque d'une prison qui a fait 53 morts et 75 blessés dans la région séparatiste de Donetsk, des parents de soldats ukrainiens capturés ont organisé une manifestation à Kiev. Ils exigent des informations sur la situation de leurs proches. Mon fils est en captivité. Mon fils se trouvait là. Je ne sais pas comment il va, où il est, s'il est vivant ou non. Je n'en sais rien. C'est horrible. Perdre son enfant est la plus grande des pertes pour une mère. Parmi les soldats ukrainiens détenus dans la prison d'Olenivka, des combattants du bataillon Azov qui ont longtemps défendu la ville de Mariupol. Alors que Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'être responsables de cette attaque, un tweet de l'ambassade de Russie au Royaume-Uni a mis le feu aux poudres. Il y est indiqué que les combattants d'Azov méritent une mort humiliante et doivent être exécutés par pendaison. Le porte-parole de la diplomatie ukrainienne, Oleg Nikolenko, n'a pas tardé à réagir, estimant que les diplomates russes qui appellent à l'exécution de prisonniers sont complices de ces crimes de guerre. La liste des pays européens sans gaz russe s'allonge. Après la Pologne, la Bulgarie ou la Finlande, le géant gazier russe Gazprom a coupé ce samedi le robinet à la Lettonie. Cette annonce intervient alors que Gazprom a réduit drastiquement ses livraisons de gaz à l'Europe via le gazoduc Nord Stream 1 sous prétexte de maintenance. Au moment même où les pays européens s'efforcent de remplir leurs réserves pour l'hiver. Plusieurs pays comme l'Allemagne ou la France ont également vu leurs livraisons de gaz diminuer ces dernières semaines. Les Occidentaux accusent Moscou de se servir de l'arme énergétique comme représailles aux sanctions adoptées après l'invasion de l'Ukraine. De son côté, le Kremlin assure que les sanctions sont à l'origine des problèmes techniques de l'infrastructure gazière. Attentif, mais affaibli. Le pape François a passé la quasi-totalité de son voyage apostolique au Canada en fauteuil roulant, une première pour le souverain pontife de 85 ans. Diminué par des douleurs aux genoux, il confiait vouloir réduire le rythme de ses déplacements sur son chemin du retour. Je ne pense pas que cela puisse continuer au même rythme qu'avant. Je crois qu'à mon âge, avec cette blessure au genou, je dois me préserver un peu pour pouvoir servir l'Église. Ou sinon, penser à la possibilité de se retirer. Ce n'est honnêtement pas une catastrophe. Vous pouvez changer de pape. Il n'y a pas de problème à le faire. Mais je pense que je dois limiter un peu mes efforts. Cette annonce survient après le report de plusieurs voyages officiels prévus depuis des mois, notamment sa tournée africaine qui devait le mener au Congo et au Soudan du Sud. Après son séjour au Canada, où il est venu renouveler ses excuses pour le rôle de l'Église catholique dans le drame des pensionnats pour autochtones, le pape François a qualifié ces pratiques de génocide culturel, mené pendant plus d'un siècle. Une deuxième personne atteinte de la variole du singe est morte en Espagne, a indiqué ce samedi le ministère de la Santé, au lendemain de l'annonce du premier décès dans le pays d'une personne infectée par ce virus. Avec plus de 4000 cas, l'Espagne est l'un des pays qui compte le plus grand nombre d'infections recensées. 120 personnes y sont actuellement hospitalisées. Au total, 8 décès ont été enregistrés dans le monde depuis le mois de mai. Les 5 premiers en Afrique, le 6e au Brésil ce vendredi. Alors que l'OMS a déclenché la semaine dernière le plus haut niveau d'alerte, les vaccinations ont débuté dans plusieurs villes, comme ici à Paris. Également touché par le VIH, un patient londonien raconte comment les symptômes sont apparus.
Les lésions ont commencé sur mon nez seulement, dit-il. Je n'en avais pas jusqu'à ce que je sois admis à l'hôpital et que je commence à prendre des antibiotiques et du paracétamol. C'est arrivé quelques jours après. Puis des lésions sont apparues sur mes mains, sur mes pieds et sur mes jambes. Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes relativement jeunes et vivant en ville sont particulièrement touchés par ce virus. Une foule remontée à bloc qui force son chemin dans la zone verte ultra sécurisée de Bagdad. Pour la deuxième fois en quelques jours, les partisans de l'influent leader politique chiite Moqtada al-Sadr ont envahi le parlement irakien. Ils réclament le départ de Mohamed Shia al-Soudani, ancien ministre proche du gouvernement actuel, candidat de l'opposition au poste de chef du gouvernement. Le courant de Moqtada al-Sadr, figure du chiisme persécuté sous le régime de Saddam Hussein, le considère comme corrompu et n'a pas hésité à revendiquer son désaccord en occupant une première fois la zone verte mercredi dernier. En Irak, l'impasse politique est totale, 10 mois après les législatives d'octobre 2021. Les tractations pour former un nouveau gouvernement piétinent sur fond de marchandage en coulisses et querelles entre les barons locaux qui dominent la vie publique depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. Une inertie que le mouvement de Moqtada al-Sadr compte bien briser. De nouvelles manifestations sont attendues dans les prochains jours. Le bilan des inondations dévastatrices dans le Kentucky est passé à 25 morts et devrait encore monter, selon le gouverneur de cet État, Andy Beshear. Les services de secours et les résidents continuent à chercher des survivants suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues cette semaine. Le président américain Joe Biden a décrété l'état de catastrophe naturelle et débloqué des renforts. Dernier préparatif à Londres avant la finale de l'Euro féminin de football. Ce dimanche à 18 h, l'Angleterre affronte l'Allemagne pour tenter de décrocher son premier titre. Et à l'image d'un stade de Wembley qui sera plein à craquer avec près de 87 000 spectateurs, record pour une finale d'un Euro, hommes et femmes confondus, c'est toute une nation qui s'apprête à vibrer. Je pense que le pays tout entier va se rassembler, dit Georgia. Les filles ont prouvé qu'elles méritaient d'être en finale. Oui, on est très impatiente et on espère qu'on va gagner. Dans la fan zone de la capitale anglaise, chacun y va de son coup de crayon ou de son pronostic, comme Liane, venue de Manchester. On joue contre l'Allemagne donc. Je dirais 2-0, mais n'importe quelle victoire fera l'affaire. En tout cas, le fait qu'elle soit allée aussi loin, cela ouvre la voie au football féminin qui va être encore plus respecté, je l'espère. Maintenant, on croise les doigts. Depuis le début de la compétition, les Lionesses surfent sur l'engouement populaire. En demi-finale, elles ont corrigé les Suédoises pourtant vice-championnes olympiques 4-0. L'expérience de leur coach, la néerlandaise Sarina Wiegman, vainqueur de la dernière édition avec les Pays-Bas, est aussi un atout. En face, l'Allemagne, qui a déjà remporté 8 fois la compétition, a confirmé sa solidité et peut s'appuyer sur l'efficacité de son attaquante Alexandra Popp, 6 buts au compteur, comme l'anglaise Beth Mead. Le musée Thyssen-Bornemisza de Madrid consacre une grande rétrospective au peintre Alex Katz, l'une des grandes figures de l'histoire de l'art américain du XXe siècle et précurseur du pop art. Une quarantaine d'huiles de grand format offre un aperçu de tous les thèmes habituels de l'artiste et en particulier les portraits de sa muse, sa femme Ada. Des lignes lisses, des couleurs sobres qui donnent à ses tableaux un caractère intemporel. Alex Katz, 95 ans, est toujours en activité aujourd'hui. Le festival de la Roque d'Anteyron en Provence est devenu au fil des ans l'un des grands rendez-vous européens pour tous les amoureux du piano. Il accueille chaque été les plus grands solistes du monde, mais également les grands de demain. Dans le cadre somptueux du parc d'un château du XVIe siècle, il offre pendant un mois des concerts quotidiens, avec cette année nouveauté, des concerts de jazz.
Pour célébrer le jubilé de platine historique d'Élisabeth II d'Angleterre, marquant 70 ans de règne, les salles de réception du palais de Buckingham accueillent une exposition sur l'accession au trône de Sa Majesté après le décès soudain de son père, le roi George en 1952. De magnifiques bijoux de la collection personnelle de la reine, des vêtements et des photographies emblématiques d'Élisabeth II sont présentés jusqu'en septembre dans la capitale anglaise.